Bonjour à tous et du coup, merci de vous être connectés pour ce Cyber Meet sur la cyber-résilience. Donc, le sujet cyber-résilience est, je pense, comme vous le savez, un sujet qui est devenu une priorité pour plusieurs entreprises depuis quelques années, mais la définition et l'implémentation restent floues. Donc, ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est d'être le plus pratique possible, le plus pragmatique possible et de vous dire que veut vraiment dire la cyber-résilience, quelles sont les difficultés qu'ont l'entreprise, quel que soit son niveau de maturité, va avoir à son implémentation. Et petit teasing, à la fin, on vous présente un processus de réponse à incident qui contient à la fois des éléments techniques, mais aussi organisationnels de gestion de crise pour les 3 premiers jours, du coup, qui est issu de notre expérience collective. Et je vais du coup amener mes collègues à vous présenter peut-être Claire en premier. Honneur aux dames. Merci beaucoup, Mehdi. Bonsoir à tous et merci à Cyberty pour l'organisation. Claire Mériot, j'interviens sur des thématiques de résilience, notamment cyber, tout ce qui est gestion de crise, continuité d'activité et gestion des risques depuis maintenant 6 ans et depuis 3 ans en tant que freelance. C'est clair. Question. Oui, bonjour à tous, je suis Christian Labetoul, donc j'interviens comme membre Cyberty et j'ai une expertise en fait en continuité d'activité. J'étais dans une vie antérieure militaire et j'ai conservé en fait ce tropisme de pouvoir continuer l'activité quoi qu'il arrive et puis j'en ai fait mon domaine d'expertise. Voilà. Sébastien. Sébastien, oui. Bonsoir à tous, donc Sébastien Jardin, moi je suis le directeur de l'offre cyber résilience dans le cabinet de Deloitte. Donc, je suis en charge d'un pilier qui va traiter de gouvernance, de continuité, de reprise et de gestion de crise. Et en particulier, personnellement, depuis 2017, je suis dans la cyber et ça fait 4 ans que je fais à temps plein de la formation de direction générale et de conseil d'administration sur le sujet justement de la préparation au risque numérique et le rôle de la direction dans tout ça, parce que c'est pas qu'un sujet de cyber. Et accessoirement, j'ai écrit un bouquin sur le sujet qui est sorti il y a 1 an et qui a été lancé au FIC il y a 1 an, donc bientôt ce sera son anniversaire, donc très content d'être là aussi, parce que j'imagine qu'on pourra en parler aussi à la fin. Tu veux redonner le titre et dire dans quelle édition, chez quelle édition? Bah, Vas-y. grand plaisir, et j'en ai écrit qu'un seul, c'est facile à trouver sur Amazon, à la Fnac et tout ça. L'éditeur, c'est Pearson. Pearson France qui l'a édité l'année dernière. Pearson UK est en train de le sortir en mois de mai. Donc pour ceux qui veulent le lire en anglais, il sera disponible d'ici quelques semaines. Et ça s'appelle Crise Cyber, se préparer au pire pour donner le meilleur. Encore une fois, j'en ai écrit qu'un seul, donc c'est assez facile. Merci, Agathe. Merci Agathe de l'avoir mis en ligne. Merci à tout le monde pour vos présentations. Moi-même, je suis Adrien Modru, cofondateur de Cyberty, et je remercie évidemment tout le monde ici présent pour l'organisation et surtout les échanges intéressants et pertinents qu'on va avoir par la suite. Et pour ma part, rapidement, Mehdi Oh, Azaoui. Mehdi, je t'ai oublié, c'est vrai, tu as pris la parole, mais tu t'es... Pardon, je vous C'est en ça, prie. pas de souci. CEO de Limber Security, une entreprise qui a été créée depuis 2 ans. Donc, j'étais du coup associé chez EY et avant, j'étais chez Deloitte. Et le sujet cyber-résilience me porte fortement à cœur parce que j'ai travaillé depuis plusieurs années sur ce sujet, mais aussi je co-chair un SIG de l'AICC, qui est une organisation américaine. Et j'ai eu à travers ça l'opportunité de parler, par exemple, au docteur Ron Ross, qui a créé le NIST 800-160 sur la cyber-résilience, et donc des personnes qui ont beaucoup travaillé sur la théorie et la pratique du sujet. Et donc, au programme aujourd'hui, ce qu'on va vous faire, donc on va vous faire plusieurs présentations. Et dans le planning, on a prévu pour vous d'abord d'essayer d'expliquer que veut dire le mot cyber-résilience, puisque c'est une notion qui a plusieurs définitions en fonction de l'entreprise. Donc, essayer d'apporter des réponses un peu plus pratiques et claires sur ce sujet. Pourquoi être cyber-résilient? Donc, quelle va être la différence de ce sujet cyber-résilience avec les autres démarches qu'une entreprise peut être amenée à réaliser, que ce soit sur la partie cybersécurité, sur la partie sécurité
résilience opérationnelle de manière générale, le sujet du sponsorship, donc comment amener le top management à adhérer à la démarche et comment présenter du coup une démarche en fonction du niveau de maturité qui permet d'arriver à un niveau suffisant de cyber-résilience. Comment on se prépare à être cyber-résilient, quels objectifs à se fixer donc, dans le cadre de la démarche. Et tout à la fin, on va vous présenter du coup un template qu'on va aussi vous fournir qui concerne comment répondre à un incident de manière pratique, à la fois des éléments techniques mais aussi de gestion de crise pendant les 3 premiers jours. Et donc on va le commenter et ce sera quelque chose du coup qui sera aussi disponible pour vous pour être utilisé. On va d'abord faire une petite introduction et parler du coup de Cyber-T. Du coup, Adrien, si tu peux prendre la main rapidement. Merci Mehdi. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps parce que j'ai bien conscience que l'intérêt de votre présence à toutes et à tous aujourd'hui, ce n'est pas forcément Cyber-T, mais plutôt le sujet qui a été évoqué et présenté par Mehdi à l'instant. Je rappelle quand même pour ceux qui ne nous connaissent pas, je voyais là sur les gens un peu présents des clients, donc eux nous connaissent, mais j'ai un peu d'actualité à donner. Donc Cyber-T, c'est quoi? C'est une communauté de plus de 8000 consultants experts en cybersécurité. C'est la première aujourd'hui communauté quand même en France. Et dans son sein, on a créé un club, une alliance où on a un certain nombre de membres. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être un peu plus de 400, 450 membres dans le club. Ces membres ont pour vocation de contribuer à la notoriété, évidemment, de Cyber-T, de co-animer, co-rédiger avec nous des articles. Typiquement, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Mehdi, qu'on connaissait avant, qui monte sa société aussi. Et on est là pour accompagner évidemment les cabinets pure players de la cyber. On a de très bons clients d'Orange Cyberdéfense et d'autres, et des clients finaux aussi en face. La plupart de nos clients sont évidemment des clients SBF 120 jusqu'à CAC 40. Un point important à vous préciser aussi, c'est que en 2025, on l'avait un peu préannoncé, on a une actualité, c'est qu'on s'est rapproché d'une structure qui s'appelle Cyber, dont vous avez découvert un peu les logos sur les slides différents. Je vous invite toutes et tous à aller voir cette plateforme. Sur la feuille de route que j'avais écrite sur le modèle de Cyber-T, où j'avais dit que je voulais monter un club, fédérer tous les experts qui étaient épars sur le marché, sur la feuille de route que j'avais écrite, j'avais dit à 2-3 ans, il faut traduire ce modèle-là dans une plateforme. Ce qui a été fait, c'est pour ça qu'on s'est rapproché de la plateforme Cyber. Cyber avec 2 R au bout. Donc allez voir. Aujourd'hui, c'est une quantité conséquente d'experts. On a créé des partenariats très intéressants, entre autres avec Airbus. On va avoir des jeux de tests pour qualifier certains consultants ou ceux qui veulent se faire qualifier aussi sur certains domaines et autres. Donc, je vous invite à aller voir cette plateforme. On fera une communication plus précise sur Cyber et surtout, on fera donc un Cyber Meet pour présenter Cyber, la valeur que ça apporte à Cyber-T et la somme des deux, évidemment, ce que ça va apporter à l'écosystème cybersécurité en France. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bon webinar, un bon échange et d'apprendre surtout plein de choses intéressantes. Très bien, merci beaucoup Adrien. Et donc, premier sujet, c'est quoi la cyber-résilience? On va aborder le sujet autour d'un tour de table, mais je voudrais d'abord écouter mes collègues et voir leur première proposition de cette définition qui prend des ampleurs différentes en fonction des entreprises. Comment tu veux qu'on se passe la parole? Tu peux commencer du coup, Sébastien. D'accord, ok. Alors, c'est une définition qui va être très personnelle et qui va être totalement improvisée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on partage volontiers avec nos prospects et nos clients. Pour nous, la cyber-résilience, c'est le fait d'être en capacité de revenir en conditions opérationnelles, de revenir à une nouvelle normalité après s'être fait gentiment chatouiller via le vecteur numérique. Donc dit autrement, c'est la prise de conscience que le risque zéro n'existe pas, que du numérique, on en met de partout. C'est très bien, c'est plein de belles choses, mais que ça apporte une surface d'attaque qui va être grandissante. Et donc la cyber-résilience, à la fois être capable de s'en protéger, mais le fait d'être résilient, c'est d'arriver à revenir en conditions opérationnelles.
peut-être encore une fois dans une nouvelle normalité comme j'ai dit, et c'est à peu près ce qu'on résume, même si c'est pas une définition d'un dictionnaire, c'est celle qu'on partage assez volontiers. Exactement. Christian, Claire. Christian, ton micro n'est pas... Merci, ça c'est traditionnel. Je vais aller dans le sens de ce que dit Sébastien, forcément, et en fait, je pense qu'on est dans un changement en fait de paradigme actuellement. Il y a encore quelques années, et le quelques années, c'est il y a 2-3 ans, on était plutôt dans la vision un peu de Vauban, c'est-à-dire qu'on avait fait des super forteresses, on pensait que personne ne franchirait les murs, et puis un jour, on s'aperçoit que les murs peuvent être franchis, et que maintenant, il faut être capable de reconstruire ce qui a pu être démoli justement pendant les attaques. Et ça va peut-être avoir plusieurs facettes parce qu'on parle forcément de la dimension purement numérique parce que c'est quand même le cœur de l'activité. Mais en fait, il y a aussi toute une dimension sur la logistique. Et je veux dire par là que, par exemple, si vous avez des groupes électrogènes qui ne démarrent pas quand votre data center est isolé électriquement, et ben en fait, il y a plus de numérique parce que les électrons ne peuvent plus bouger. Donc je pense qu'il y a vraiment cette dimension-là et aussi peut-être une dimension qui va aller jusqu'à la conduite de test pour voir et vérifier et prouver qu'on est bien cyber résilient. Très bien. Claire. Je suis alignée avec Sébastien et Christian de manière très opérationnelle. Ça va également être pour moi de minimiser les impacts au maximum possible. Et avant peut-être la reprise de l'activité, le cas vraiment le plus dramatique, de garantir la continuité des activités, tout au moins essayer sur les activités les plus critiques. Et pour ça, bien entendu, se connaître, savoir qu'est-ce qu'on risque. Et pour moi, c'est le point primordial, c'est qu'est-ce qu'on va redouter, sur quoi est-ce qu'on va mettre l'accent pour être sûr d'aborder sereinement, de faire face sereinement à une cyberattaque dans notre cas. Moi, j'apporterai une toute petite nuance parce que c'est vrai, dans toutes les organisations que j'ai pu croiser, notamment en Europe, on parle surtout de la réponse et comment reprendre après un incident, avec toute la gestion du coup de l'incident. Mais comme je vous ai dit, dans le cadre de l'ASSC aux États-Unis, ils vont avoir une définition qui est un peu plus, qui est un peu différente, où pour eux, il y a aussi la partie d'anticipation. Et donc, il y intègre aussi connaître du coup les acteurs qui peuvent nous attaquer et pouvoir y intégrer des éléments de protection. Donc, chose que la majorité des organisations qui, lorsqu'ils réalisent un projet de cyber-résilience, ne mettent pas toute la partie protection dedans, mais c'est des choses qu'on peut avoir dans des définitions qui vont être différentes. Et pour résumer, effectivement, lorsqu'on parle de cyber-résilience, on focalise surtout sur les incidents, les catastrophes de type numérique, comme tu l'as si bien dit, Sébastien, à caractère, on va dire, cyber, et on va se focaliser sur comment résister, comment répondre et comment pouvoir reconstruire le métier et la partie informatique. Et j'ajouterais aussi que la dimension métier est très peu connue, ou du moins dans les organisations qui vont avoir un niveau de maturité pas forcément élevé, on n'aborde pas forcément la partie PCA. Et je pense que Christian aussi, c'est des choses sur lesquelles tu pourras aussi nous donner plus d'informations. C'est que le PCA qui est classiquement identifié pour l'indisponibilité d'un data center ou une pandémie, maintenant il est réaligné avec un scénario catastrophe qui est le scénario cyber, où là, un data center et un repli n'est pas forcément la bonne approche, où il faut avoir la capacité d'avoir des sauvegardes immuables, des sauvegardes bornes, et donc une nouvelle façon de voir qui intègre aussi dans le métier comment ils vont travailler et réagir si tout leur SI est indisponible pour une durée très longue, donc 6 semaines, et comment du coup ils doivent travailler. Et je ne sais pas, peut-être Christian, si tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là. Pour la partie autour du PCA, en règle générale, en fait, il faut vraiment partir et ça rejoint ce que tu disais sur les processus métiers, c'est quels sont en fait les processus métiers dont on a impérativement besoin pour,
pour redémarrer. En fait, il faut peut-être remonter d'un cran, voir peut-être quelles sont aussi les obligations légales que l'on peut avoir. Il y a un certain nombre d'entreprises, de grandes entreprises, qui depuis 2015 sont considérés comme des opérateurs d'intérêts vitaux, parce qu'en fait, ils ont une activité qui doit impérativement tourner pour que la résilience de la nation puisse se faire. Donc la première étape, en fait, c'est l'expression de besoin en fait, qu'on va traduire par des BIR, en fait, qui sont sur la description du business et qu'est-ce qu'on doit protéger. Et puis, en partant de là, de pouvoir sélectionner en fait des processus impérativement qui doivent être maintenus quoi qu'il arrive. Et puis après, voir quelle est la solution technique que l'on va pouvoir implémenter pour pouvoir répondre à ces objectifs de processus. Et puis la phase d'après, c'est de pouvoir tester en fait le plan de continuité d'activité et après faire une sorte de boucle vertueuse parce que la première fois, on n'est forcément pas bon, il y a plein de choses qui vont de travers et puis après on s'améliore et l'avantage des tests, c'est que ça permet en fait aussi de mettre tous les équipements que l'on doit utiliser en situation réelle. Je ne fais pas une fixation sur les groupes électrogènes, mais généralement, le groupe électrogène, ça dysfonctionne quand on s'en sert, pour plein de raisons purement mécaniques ou qui peuvent être liées au carburant. Donc je pense que dans le cycle, en fait, de pouvoir faire le test en équipement, en situation réelle, pendant quelques heures ou quelques jours, est vraiment un impératif. Parfait. Et du coup, cela fait aussi la transition avec une autre question. Pourquoi être résilient? Donc, comment éventuellement présenter ce projet de cyber-résilience si c'est quelque chose qui n'est pas implémenté en organisation? Peut-être clair, je ne sais pas si c'est des choses, je sais que c'est des choses sur lesquelles tu as beaucoup travaillé, donc je ne sais pas si tu peux nous donner un retour pratique sur cette implémentation. Oui, alors sur le pourquoi, il y a plusieurs niveaux de réponse selon le public auquel on va s'adresser. Mais de manière globale, déjà, il y a des enjeux de confiance, il y a des enjeux business. Avant même, en fait, d'être en crise, d'avoir des enjeux vraiment très opérationnels, qui est se relever et tout ce qu'on a pu évoquer dans la première partie, ça va être des avantages qu'on va pouvoir présenter ou des garanties qu'on va pouvoir présenter à nos partenaires et également aux régulateurs. C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes, ça va être les enjeux réglementaires qu'il y a derrière. Ensuite, on l'a évoqué en première partie, effectivement, ça va être de pouvoir limiter les impacts et les coûts. Les coûts d'une cyberattaque, que ce soit des coûts très financiers, les coûts en termes d'image, en termes de réputation, en termes opérationnels sur les ressources, et la préservation également des équipes en interne. Ça va être le pourquoi être cyber-résilient et j'en garde un petit peu pour la suite sur le comment est-ce qu'on va aller défendre ça, parce que c'est des choses finalement qui sont très peu, on le verra plus tard, il y a des techniques, mais très peu quantifiables et on peut pas, c'est une blessure qui n'existe pas, la cyberattaque, au moment où on va aller présenter la démarche sur le pourquoi est-ce qu'il faut être cyber-résilient, on parle de quelque chose. Dans certains cas, c'est déjà arrivé et à ce moment-là, on a des exemples, mais on parle de quelque chose qui n'est pas encore arrivé et donc il va falloir aller trouver des petites techniques pour aller défendre ce pourquoi est-ce qu'il faut être cyber-résilient. Parfait, très bien. Et Sébastien, comme je sais que presque quotidiennement, tu vas prêcher la parole sur le pourquoi être cyber-résilient auprès de dirigeants, ton retour d'expérience du coup et pourquoi être résilient? Ce qu'ont dit mes camarades est très juste, de toute façon, c'est clair. Le coût de l'impact, le coût et le coût, avec deux orthographes possibles, de l'impact, c'est vraiment le sujet qui compte uniquement. J'ai envie de dire, malheureusement, mais heureusement, il y a aussi énormément de dirigeants qui ont les yeux et les oreilles ouverts et qui voient que ça se passe dehors et que parfois il y a aussi des membres de leur conseil d'administration qui sont dans d'autres entreprises ou leur conseil de surveillance et ils voient que ça se passe à d'autres, chez d'autres et comment ça se passe et l'exposition numérique et la surface d'attaque et le fait que c'est une question de confiance in fine ou aussi de réglementation, effectivement, c'est ce qu'on a dit. Donc, en fait, j'ai presque envie de dire, et pourquoi pas, quoi. Enfin, en fait, pourquoi être cyber résilient, d'accord, et pourquoi pas l'être, en fait, parce que, encore une fois, du numérique, on en met de partout, donc c'est une hérésie que de ne pas l'être, en fait. Ou alors, on arrête de mettre du numérique partout, et puis on revient 100 ans en arrière, on ne se posait pas ces questions. Aucun souci. J'ai pas l'impression que ce soit le sens du vent, donc voilà. En fait, c'est plutôt Exactement. ceux qui ne le sont pas, pourquoi vous l'êtes pas, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et
Et même j'ajouterais que la question que le management pose en général, c'est quel est mon niveau de résilience? Ah oui, C'est pas le pourquoi. C'est est-ce que je suis résilient et quel est mon niveau de résilience? Et du coup, ça peut être la transition au sujet suivant, du coup, qui est la question du sponsorship. Et donc, à cette question que le management peut poser, qui est quel est mon niveau de résilience et comment aborder de manière générale le top management et avoir leur support, parce qu'on sait très bien que, indépendamment des projets qui peuvent être lourds, qui est technique, il y a aussi un besoin, une participation des métiers, participation d'autres équipes, et du coup, ça, le sponsorship va être important. Et je reste du coup avec toi, Sébastien, puisque c'est un des éléments, comme j'ai dit, que tu adresses chaque jour. Et donc, la question du sponsorship, selon toi, comment l'aborder? Alors, déjà, merci déjà d'ouvrir le sujet. Je vais citer mon ancienne patronne. Avant d'être chez Deloitte, j'étais chez IBM. Et ma patronne indirectement, c'est plutôt ma mentor. C'était la Global CISO d'IBM. Donc, petite PME de l'informatique, de 250 000 personnes. Et cette femme était, enfin, moi j'adorais bosser avec elle, d'une parce qu'elle était adorable, de deux parce qu'elle était brillantissime, et de trois parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Et en fait, elle disait quelque chose de très très vrai. Elle disait la direction générale n'en a que faire de ma stratégie cybersécurité. Ils s'en fichent. En fait, ils s'en fichent. Le seul truc qui compte pour eux, c'est comment moi je sécurise leur business. C'est le seul truc qui compte. Parce que qui fait de la sécu pour faire de la sécu? Personne. Qui a le budget pour se faire plaisir? Personne. On est là pour protéger les autres. C'est notre seul rôle. On est payé pour s'inquiéter, nous, là, tous autour de la table, autour de table virtuelle. Donc concrètement, la façon dont on amène une direction générale ou un conseil d'administration à prendre en considération leur rôle et leur importance dans la gestion du risque numérique, et donc dans la conduite vers une trajectoire davantage résiliente, c'est déjà en parlant leur langage. Le nombre de confrères dans la Sécu qu'on coach pour traduire notre monde dans un langage compréhensible par une direction financière, une direction communication, ressources humaines, logistique, etc. Ça c'est un premier point. Et l'autre point, c'est, pour le coup, je parle de ce qu'on fait au quotidien, c'est leur faire vivre. Parce que quand en temps de paix, on fait vivre à une direction générale, certains ils sont obligés une fois par an, réglementairement parlant, de le faire, mais d'autres ils ont juste les oreilles ouvertes et ils sont intelligents ces gens-là. Quand on leur fait vivre une simulation extrêmement affinée, extrêmement sur mesure, extrêmement coachée, ils sortent de là en se disant on n'a pas le 3 améliorations à faire là? C'est oui, et ça fait 4 heures là qu'on s'y colle, et vous avez vu que c'était pas du tout qu'un sujet technique. Hein. En fait, quand ils le touchent du doigt et qu'ils le vivent, entre guillemets, sans trop prendre de risques, la sueur évite le sang, comme on connaît tous, eh ben en fait, ça marche très très bien. Voilà. Donc on peut expliquer, après il y a des techniques pour traduire, expliquer, faire des ponts entre notre monde très technologique et le monde qu'on sert, qu'on protège, qui sont le reste des autres en fait. Ça c'est une première chose. On peut faire des conférences inspirantes, on peut faire ce genre de choses-là. Et c'est vrai que l'immersion dans des simulations qui sont extrêmement engageantes, bah, ça marche super bien. Nous, on le voit très bien. Ça permet de déclencher des budgets parce qu'au bout du bout, après, bizarrement, bah, le syndrome du prof de ski, bah, il fait son travail. Voilà, le fameux syndrome du prof de ski, il fait vraiment son travail. Donc ça marche très très bien. Voilà, donc c'est deux techniques voilà, qu'on utilise au quotidien et qui visiblement aident beaucoup les gens côté cyber qui nous demandent un coup de main. Très bien. Pierre, je sais aussi que c'est des sujets que tu abordes au quotidien. Donc, ton sujet sur le sponsorship, ton avis sur le sponsorship? Je suis totalement alignée. La preuve par l'exemple, ça marche très bien. Des simulations de crise sur voilà, des COMEX qui n'ont pas forcément de maturité. Des exercices vraiment très simples. Donc, ça peut être des choses très, très faciles à monter qui ne vont pas forcément demander beaucoup de charges, mais qui vont avoir un impact énorme derrière. Le seul écueil, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre présenter la situation et faire peur aux gens. Si vous faites peur à vos dirigeants, le retour de bâton, ça va être il me faut un PCA sur toutes mes activités d'ici un mois. Attention, c'est du vécu. C'est du vécu où après une simulation de crise, on a un dirigeant qui dit voilà, moi je veux tous mes PCA qui soient réalisés d'ici 3 mois. C'était complètement impossible à faire. Donc là, il faut reprendre la méthodologie. Après, il y a une autre façon de faire, c'est aussi de quantifier, de comparer les coûts. Combien coûterait une cyberattaque
prendre des exemples. On voit passer beaucoup de choses sur les cyberattaques. Prendre un exemple, montrer la timeline, le coût, quel mécanisme il y a eu derrière, ça fonctionne aussi très bien. Parce qu'on voit beaucoup de choses passer, mais en soi, on ne va pas vraiment dans les faits savoir combien de temps ça a duré, combien ça a coûté. C'est des informations qu'on avait très peu. Il y avait peu de communication. Là, on a des entreprises qui ont un petit peu plus tendance à s'ouvrir, donc c'est des rétextes qu'on peut utiliser également si on n'a pas le temps pour une simulation de crise. Et dernier point, ça va être la grille d'impact. Montrer sur les activités critiques qu'est-ce que ça coûterait encore une fois l'arrêt et sur tous les impacts auxquels on peut penser, juridiques, financiers, métiers, opérationnels, sécurité, les choses comme ça. Il faut vraiment être très pragmatique et arriver à montrer quels seraient les impacts d'une crise qui aujourd'hui n'existe pas. Et dernier point qui peut aussi très bien fonctionner pour aller chercher du sponsorship qui est primordial, c'est les retours d'expérience. On a des collaborateurs qui changent d'entreprise assez plus fréquemment aujourd'hui qu'hier. Et la possibilité que quelqu'un ait subi une cyberattaque dans une entreprise est aujourd'hui plus élevée. Ça, ce sont des personnes sur lesquelles il faut s'appuyer parce que leur retour d'expérience est très intéressant et ça peut-être mieux fonctionner qu'une personne externe vienne présenter voilà, les conséquences d'une cyberattaque, que ce soit quelqu'un d'interne et quelqu'un qui est vraiment vécu. Au niveau de la parole, c'est un point peut-être un peu plus fort. C'est les choses que j'ai pu voir sur les entreprises dans lesquelles je suis intervenue. Très intéressant. Christian, de ton côté, ton retour d'expérience? Alors, la question du sponsorship, pour moi, elle est. Alors, au départ, je ne l'avais pas trop vue parce que le premier PCA que j'ai mis en place, c'était suite à une décision politique. Donc là, je n'avais pas du tout à me préoccuper de cet aspect-là. Et pourtant, à mon avis, elle est primordiale parce que c'est là, comment dire, lorsqu'on va mettre en place des PCA, enfin, toutes les mesures pour être cyber résilient, on s'aperçoit qu'on va quand même être des empêcheurs de tourner en rond. On va poser des questions qui fâchent pour pouvoir justement mettre en place les solutions qu'on veut implémenter. Donc c'est d'autant plus important d'avoir justement des gens qui vont nous soutenir au niveau de la direction générale. Et un point qui est un petit peu en aparté par rapport au sponsorship, mais tout à l'heure Sébastien a utilisé une phrase que j'aime beaucoup qui est la sueur économise le sang. On s'aperçoit que au travers d'un rétexte qu'on peut rediffuser et expliquer les difficultés que l'on a, ça peut être une vraie prise de conscience, notamment sur la dimension humaine. Et dans la dimension humaine, je pense notamment à la fatigue. Quand on est sur des crises qui doivent s'inscrire dans le temps, le facteur fatigue et gestion de la fatigue devient prépondérant parce que les neurones ne fonctionnent plus tout à fait de la même manière au premier jour d'une crise et au 8e jour d'une crise quand vous avez peut-être dormi que 6 heures par nuit. Donc ça, je pense que c'est aussi important de pouvoir le décrire à défaut de l'avoir vécu et de pouvoir l'expliquer aux autres, en fait. C'est clair. Moi, ce que j'ajouterais, c'est que l'importance du sponsorship vient aussi du fait que dans les projets de cyber-résilience assez matures, on va aussi avoir besoin d'une participation des métiers. Tu en as parlé tout à l'heure, Christian, il faut établir le BIA, donc le Business Impact Analysis. Donc, il faut aller voir le métier, identifier ce qui est critique, comment il travaille au jour le jour et comment il ferait pour la partie PCA si l'informatique n'était pas disponible. Donc, cette dimension-là, en plus de tout le projet qui va être technique sur la partie cybersécurité IT, de reprise, de sauvegarde et d'infrastructure, il y a une dimension qui va être métier, donc il y a une participation forte des métiers qui sera nécessaire et dont le sponsorship va jouer un rôle majeur pour assurer que ces personnes soient du coup disponibles et accueillantes pour le projet. Très bien. Donc, je passe au prochain sujet. Comment on se prépare à être cyber-résilient? Donc, définir peut-être, en fonction des niveaux de maturité, quelle est la démarche clé ou la démarche type qu'une entreprise peut aborder pour mettre en place un projet de cyber-résilience. Sébastien, tu voudrais commencer? Ouais, bah, je veux bien. Et Christian, il adore mes petites phrases, donc puis j'aime bien les siennes aussi, donc ça tombe bien. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, c'est on part pas au combat sans avoir la carte du terrain. Et c'est très vrai. Et quand Christian il parlait tout à l'heure de plan, c'est très vrai qu'il faut avoir un plan. C'est très vrai aussi qu'un plan, ça doit pas être un carcan.
Et ceux qui connaissent ce monde-là, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Un plan, c'est un guide. Un plan, c'est un pense-bête. Un plan, c'est aussi un moyen de se poser des bonnes questions. Parfois, un peu chiantes, effectivement, les questions, il faut dire ce qui est. Parfois, comment ça, ton plan de reprise sur incident, il est hyper bien, tu vas remonter en 2 jours. Par contre, tes sauvegardes, elles ont une semaine. Ouais, d'accord, sauf que si tu remontes super bien sur une sauvegarde verrouillée, ben, tu auras super bien remonté quelque chose de pas terrible. Bref, donc, mais c'est très bien de se poser des questions parce que ça permet de savoir effectivement ce qu'il y a à protéger, ça permet de savoir ce qu'il y a à protéger en priorité, donc par zone de risque et par zone d'impact. Donc déjà, quand on se prépare, il y a déjà qu'est-ce que j'ai à protéger, quoi. Et qu'est-ce qui compte le plus? Donc une priorisation, ça c'est le truc super important. C'est ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est leur dire, mais vous savez ce que c'est la minimal viable company? Vous savez, le truc minimal, les humains, les process, les technos qui fait que votre boîte elle tourne. Voilà, donc ça, c'est une question de priorisation et c'est une question de carte du terrain. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, c'est Eisenhower qui disait aucune bataille n'a été suivie en suivant le plan, mais aucune guerre n'a été gagnée sans en avoir un. C'est très vrai. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a la deuxième chose qu'on demande quand on monte des exercices de préparation. Donc c'est-à-dire qu'on va aider les donneurs d'ordre Sécu et IT à finalement avoir voix au chapitre par rapport à leurs dirigeants qui les protègent. En fait, on leur demande qu'est-ce qui vous fait le plus mal aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tient réveillé la nuit, si on résume? Et dit autrement, c'est quoi les risques principaux sur votre boîte, quoi? Qu'est-ce qui peut vous mettre à genoux, quoi, voilà. Et à partir de là, on construit un scénario qui est du pire. Et nous, on cherche toujours à s'entraîner au pire, parce qu'au pire, on fait face à ça. Et que s'entraîner à courir en 100 mètres en 20 secondes, si on s'entraîne en 20 secondes et qu'au final, on nous donne 30, on peut le faire. L'inverse est physiquement impossible. Voilà, quand on s'entraîne à faire un combat de 3 minutes sur un ring, en fait, à l'entraînement, on s'entraîne 6 minutes. C'est comme ça que ça marche, la vraie vie. Et puis après, la troisième étape, après avoir eu la carte, après avoir ciblé sur comment est-ce qu'on se prépare, là, ça va peut-être être un petit coup de gueule un peu politiquement correct, mais il y a plusieurs façons de préparer des gens. Et je sais que, enfin, parce que ça fait des années que je fais ça, mais c'est pas que moi qui le dis. Il y a plein de chercheurs en France, aux États-Unis, qui ont fait des. Il y en a un que j'adore qui s'appelle Edgar Dale. Edgar Dale, il a fait ce que vous pouvez trouver sur Internet c'est dans les années 70, un truc qui s'appelle le cône de l'apprentissage, la pyramide de l'apprentissage, le cône de la connaissance, bref, ça a été traduit de manière assez différente. Mais en hypersynthèse, ça dit qu'il y a 9 niveaux, et ça dit que si on veut ancrer une connaissance dans quelqu'un, à part le 9e niveau qu'il a avoir vécu pour de vrai, c'est ce que disait Claire à très juste titre, s'appuyer sur des gens qui l'ont vécu, c'est magique, parce que souvent, ils ont encore des trémolos dans la voix, parce que c'est rarement des très bons moments. Mais le niveau numéro 8, c'est l'immersion ultra réaliste. Des gens qui sortent de là en se disant, attends, ça avait l'air tellement vrai que j'ai pas envie de le vivre, ça. Hein. Voilà. Donc, préparer avec réalisme, préparer avec une certaine récurrence. C'est pas en 4 heures qu'on devient champion du monde olympique, c'est pas en s'entraînant une fois pour un marathon de New York que 4 ans plus tard on fait une performance à Suite Paris. C'est pas vrai. C'est pas vrai dans le sport, c'est vrai nulle part, et c'est pas vrai en cyber. Et puis le petit coup de gueule que je voulais passer, c'est qu'il y a différentes façons de mettre la pression à des gens. Et que quand on fait un exercice, pour parler que de la préparation au temps au moment qui est tant redouté, qui est celui de la crise qu'il va falloir gérer. Il va falloir survivre à la crise. Ceux qui me disent j'arrive à gérer une crise, franchement, ils peuvent se lever tôt le matin. Hein. Déjà, si on arrive à y survivre, c'est pas mal. Mais tout ça pour dire quoi, le petit coup de gueule que je voulais passer, c'était celui-là, puis après, promis, je m'arrête. C'est, je vois des confrères qui passent leur temps en exercice à taper dans la poire des clients. Dit autrement, il leur envoie une tonne de stimuli en permanence, et l'apprentissage du client à la fin, c'est « Oh, c'était dur ». Qu'est-ce que tu as appris? Rien. Je vous donne un exemple, je vous donne une comparaison. Moi, dans mon perso, je suis instructeur de combat. Voilà, je suis instructeur de Krav Maga. J'enseigne ça au 1er régiment étranger, à la Légion étrangère. C'est comme si je prenais mes élèves et que je leur mettais des coups dans la tête pendant 1h30 non-stop. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Rien. Donc, si on veut préparer les gens correctement, il faut leur mettre un certain niveau de pression, c'est vrai. Il faut parler leur langage, c'est vrai. Il faut traduire, effectivement, et il faut faire des moments de pause à chaque fois pour qu'ils prennent du recul, qu'ils se disent « Ok, là, je commence à comprendre. Là, je commence à m'exposer. Je commence à ancrer des apprentissages. »
Si c'est leur taper dessus pour leur taper dessus, pardon, mais on se fait plaisir. À la fin, c'était compliqué. Mais le déséquilibre avant de l'apprentissage, il n'est pas vraiment là. Donc, le coup de gueule que j'avais à dire, c'est si demain vous faites des exercices, évitez de trop leur en balancer en plein dans le visage. Cherchez à ce qu'ils apprennent. Parce qu'ils comprennent vite, surtout quand on parle de dirigeants, ils comprennent très très vite. Hein. C'est des gens brillantissimes. Donc voilà, petit retour personnel suite à quelque chose qui a eu lieu cette semaine. Voilà, on n'est pas tous d'accord à ce niveau-là. Je ne sais pas par rapport à mes confrères ici, mais en tout cas en dehors, voilà. Petit conseil, en tout cas, l'apprentissage, ça nécessite le temps et ça nécessite la répétition et ça nécessite la traduction et ça nécessite de se poser. Sinon, on fait que courir et on finit par se prendre un mur si on fait que courir. Voilà, j'étais un peu long, pardon. Oui, effectivement, et je te rejoins beaucoup du coup sur les exercices de crise qui peuvent ne pas avoir vraiment, il n'y a pas forcément d'apprentissage parce qu'on envoie des stimuli qui peuvent aussi être totalement théoriques, pas du tout pratiques, et du coup on s'exerce aussi sur des choses qui ne font pas de sens. Du coup, tu me lances sur un truc et promis, j'arrête. Après un exercice, on fait un retour d'expérience, à chaud et à froid, normal, logique. Les retours d'expérience où il y a 142 000 actions, pardon, mais comment en fait? C'est bien les listes à l'après-vert, d'accord, mais comment je fais? Moi, je préfère les trucs très pragmatiques, voilà, plutôt. C'est ça, pratique. Voilà. Claire, du coup, ton avis sur comment on se prépare à être cyber-résilient? Je crois que Sébastien a tout dit. Non, ce que je peux rajouter, ça va être peut-être vraiment de bien séparer les postes, séparer la gestion de crise, séparer la continuité d'activité. C'est vrai que là, on a fait beaucoup de liens, mais il va vraiment falloir tout traiter de manière, alors à la fois séparée et à la fois conjointe, puisque tout c'est quand même lié. Fonctionner de manière graduelle, ça aussi, ça a été dit. Si on part de zéro, il faut pas partir trop vite ou essayer de faire trop de choses à la fois. Ça ne fonctionnera pas. Déjà en termes de temps, en termes de charge, effectivement en termes d'apprentissage. Il faut de la régularité. C'est pas avec un exercice par an que ça va fonctionner. Qu'il y ait une granularité, qu'on commence par exemple à faire des tests de mobilisation, ça c'est des choses qui se sont vues. On teste juste la mobilisation de la cellule, après on part en exercice de crise, mais il faut qu'il y ait de la régularité. Déjà pour maîtriser on va pas pouvoir maîtriser le fond d'une cyberattaque, c'est par essence. On va vraiment, pour moi, l'entraînement, mais il faut qu'on maîtrise la forme. Il faut vraiment s'entraîner sur ça. Et ça, ce sera que de la régularité, de la rigueur. Et trouver encore une fois l'équilibre, voilà, avec les autres sujets, avec les partenaires, avec toutes les personnes avec lesquelles on doit collaborer, puisque il y a tout ce qui est côté légal, tout ce qui est les métiers, il y a beaucoup de personnes à onboarder. Donc, un programme, de la rigueur, de la régularité, de l'équilibre. Très clair. Question, du coup aussi ton retour d'expérience. En mieux, Christian, pardon. Christian. Question, puis en muet. Je pense que tout a été dit par Claire et Sébastien. Le seul point que je rajouterais, c'est aussi de mettre du bon sens, parce que de temps en temps, en fait, on est trop dans la procédure, presque dans l'acte réflexe, parce que c'est un petit peu la dimension dont parlait Sébastien, en fait, de l'entraînement. Et quelquefois, en fait, on peut arriver à faire des choix qui sont pas forcément pertinents parce qu'on n'a plus tout à fait les pieds sur terre. Et peut-être que le bon sens peut de temps en temps nous permettre justement de ne pas faire de bêtises. Alors je parlais d'erreurs de choix qui peuvent être dues à un point que j'évoquais tout à l'heure, qui était la fatigue. Ça, c'est vraiment le plus grand ennemi, à mon avis, de la cyber-résilience, enfin d'une crise. C'est la gestion de la fatigue des gens qui sont au cœur de la crise et qui y participent. Très clair. Et Parce que à ce point-là, oui, pardon, pour ajouter un point à ce que dit Christian, il y a aussi la gestion du stress. On a vu des personnes qui sont très bonnes en situation normale, qui sous le stress perdent tous leurs moyens. Et ça, c'est aussi quelque chose enfin, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et sur lesquelles on peut effectivement faire travailler les gens. Et on retrouve, je suis assez alignée avec ce que dit Sébastien, mais quand on a des exercices où on met énormément de pression sur les gens, c'est pas forcément des bonnes idées pour travailler, par exemple, le stress avec des personnalités comme ça qui peuvent perdre tous leurs moyens. En tout cas, en premier exercice. très clair. Si je peux ajouter, et pour donner aussi une direction aux personnes qui nous écoutent sur quelles démarches ils peuvent aussi implémenter pour implémenter un projet de cyber-résilience, il y a deux terminologies que vous avez citées, Sébastien et Christian, qui sont importantes. Donc, le minimum
viable company. Donc, c'est des choses identifiées à la fois en termes technologie, mais aussi en termes business et métier. Quel est le minimum qui permet à l'entreprise de quand même survivre en temps de crise? Cette identification-là va être le premier élément très important. Et donner des exemples. Donc, tu disais, Christian, avoir du bon sens. Dans cette minimum viable company, on n'est pas forcément sur les systèmes actuels, les systèmes d'information et les process actuels. Je donne des exemples. Il y a un organisme qui s'appelle Sheltered Harbor aux États-Unis, sur les organismes financiers, en fait, qui définit le principe du cyber vaulting. Et clairement, en fait, elle demande aux services financiers, pour tout ce qui est transactions journalières et transactions qui sont réalisées, de ressortir ces informations, quel que soit le format, ça peut être un Excel ou CSV, et de le mettre chaque jour sur un système qui est totalement isolé, totalement différent, puisque pour eux, si tout le récit devait être indisponible, ils vont avoir un minimum besoin pour cette minimum viable company d'un certain nombre de personnes qui vont avoir accès à cette information, du coup, de transactionnelle, et pour gérer un minimum de transactions qui est financière. Et donc, cette définition-là va être très importante et l'élément le principal. Ensuite, il y a des éléments qui vont venir, qui s'apparentent à toute la partie reprise, à la gestion de crise, à la gestion aussi de sauvegarde qui sont immuables, qui sont des éléments un peu plus opérationnels et techniques. Alors, du coup, je passe à la prochaine question. Un point, s'il te plaît, Mehdi, parce Oui. que Jean-Christophe apporte des points très intéressants, je trouve, sur le chat. Et c'est très, très vrai. Enfin, je me suis amusé à répondre à Jean-Christophe. Si vous nous écoutez, c'est clair que le vendredi 19h, quand il faut qu'on rentre à la maison, bah oui, et puis on rajoute ça, fin de mois, fin de fiscale, allez-y, on peut y aller. Hein. Le pire moment pour vous, c'est le meilleur moment pour l'attaquant. Et forcément. Et donc, effectivement, ce que dit Jean-Christophe est très vrai. Pour ça, il ne faut pas rester seul. Enfin, on s'entoure. Parfois, il y a des choses qu'on voit, blague à part. Moi, j'ai vu des clients se faire aider par des concurrents pendant une cyberattaque. C'est lunaire, hein. Je vous jure que c'est vrai. Les équipes cyber, elles venaient aider les équipes cyber du concurrent. Je l'ai vécu. Je te dis, mais en fait, à quel moment est-ce que des concurrents travaillent ensemble? On pourrait se dire, bah tiens, ils se font enterrer, tant mieux. Ah bah, blague à part, jusque-là, ça peut arriver. Alors, c'est rare, je l'ai vu, je l'ai vécu, mais ne serait-ce qu'avoir des astreintes, ne serait-ce qu'avoir des plans de secours, des gens qui vous connaissent, qui sont formés à venir vous aider, des cyberpompiers. Enfin, dire, nous, on déploie des cyberpompiers quand les clients ils ont un souci, ils sont sous contrat. Voilà. J'ai eu des clients qui avaient des négociateurs sous contrat. Bref, ne pas rester seul. Et Jean-Christophe a parfaitement raison, ne pas rester seul. Sinon, oui, ah bah, oui, ce serait fantastique d'arriver à se sortir de tout ça tout seul. Bon, c'est plus compliqué. Mais je suis assez d'accord sur le vendredi 19h. Le nombre d'exercices qu'on simule une veille de Noël, de Pâques, de week-end. Ah oui, vas-y, forcément. Hein. Ils sont où les gens? Ils sont pas là. Ah d'accord. Allez, salut. Voilà. Parfois, on teste, et je m'arrêterai là, tester vos backups. Mais pas vos backups techniques, vos backups humains. Qu'est-ce qui se passe si, je sais pas moi, le RSSI a un accident de voiture? Et que le RSSI, le DG, il se tourne, il dit, mais c'est qui son backup? Ben, on ne sait pas. Parfois, c'est lunaire. Hein. Et ça repose sur des humains. Voilà, les humains, malheureusement, on peut avoir des soucis aussi. Donc, il n'y a pas que les backups techniques qui sont très importants, il y a aussi les backups humains. Bref, je peux parler pendant des heures, je vais m'arrêter. Sinon, on va finir à 20h30. Peut-être également pour compléter ce que tu dis, il y a ce point-là qui est très important, mais il y a aussi la gestion de crise hybride. Aujourd'hui, on est tous en télétravail. C'est des choses qui sont de plus en plus testées, mais c'est aussi des choses à considérer. Avant, on avait tout le monde autour de la table dans la même pièce. Maintenant, on n'a quasiment plus de salle de gestion de crise dédiée, sauf exception. Vous devez aussi vous habituer à gérer une crise en mode hybride, ce qui est extrêmement... Disons que ça a ses challenges aussi. C'est aussi un point à considérer aussi, si on parle de tout du côté humain. C'est clair. Si on devait se donner... Ouais, super bon point de Jean-Christophe.
C'est vrai que le secteur bancaire, là, le secteur dont je parlais, c'était de la construction, mais le secteur bancaire est particulièrement entraîné à faire ça, hein. Ils font même des exercices de place. C'est quand même génial, hein, parce qu'ils savent tous qu'ils sont dans le même bateau. Et très, très bonne remarque. C'est très vrai. Très bien. Et au coup, pour enchaîner, quel objectif pratique, pragmatique on peut se donner pour avoir un niveau, répondre du coup à cette question, quel est au management, comment avoir un niveau, être cyber résilient. Et donc, que veut dire ce mot et quel objectif donc se fixer pour être cyber résilient? Je peux commencer par une blague ou pas? Oui, vas-y, Sébastien. Putain, je suis de l'autre, ils sont pas si sérieux que ça en fait. Il y a une pub que j'aimais bien à une époque, une vieille pub. C'était chez ASICS. J'adorais cette pub et je m'en sers souvent comme argument. Je sais pas si vous vous rappelez, elle est vieille, hein, mais il y avait ces deux hommes qui marchent dans la savane. Ils Ah parlent. oui, La caméra les regarde, comme ça. Donc ils sont face caméra, ils parlent, donc la caméra recule si on résume. Et d'un coup, ils s'arrêtent, ils font une drôle de tête. Mais vraiment, genre la peur se lit sur leur visage, quoi, vraiment. Et, euh, et oui, Olivier, après, je répondrai à la question juste après. Et, euh, et en fait, la caméra tourne. Et là, il y a un lion qui se lève comme ça, qui bombe le torse et qui se dit: Ah, c'est bon, j'ai trouvé mon petit déj, quoi. Voilà. La caméra revient sur les deux. Et il y en avait un, il se trouve qu'il avait un sac en bandoulière. Et en fait, il le passe devant lui tout doucement, il ouvre tout doucement la fermeture éclair et il sort une paire de baskets, ASICS en l'occurrence. Et l'autre, il le regarde, il lui dit: Mais qu'est-ce que tu fais avec tes chaussures là? Tu crois vraiment que tu vas courir plus vite que le lion? Et l'autre, il lui dit: Non, plus vite que toi en tout cas. Ça, blague à part, c'est un truc que je sais que ma chef faisait beaucoup avant. Elle se comparait avec ses pairs. Elle comparait ses méthodes, elle comparait ses budgets. La blague à part, si votre concurrent direct, à moins qu'il ait une passion pour brûler de l'argent, ce qui est rarissime, bah, il a un budget qui est 2 fois supérieur au vôtre à business équivalent, à taille équivalente, etc., etc., bah, vous pouvez vous poser des questions. Ça, c'est un premier indicateur qui n'est pas complètement idiot. Après, il y a ceux de l'agence, il y a ceux de l'ANSSI qui sont aussi que je trouve très bien. Et puis après, au-delà de la blague, il y a aussi le côté, franchement, qui soit réaliste, quoi. Vraiment, les listes à la Prévert avec il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Oui, dans un monde parfait, oui, mais le monde, il n'est pas parfait. Et les ressources, elles sont contraintes. Et trouver des experts cyber, c'est pas évident. Voilà. Donc, en termes d'objectifs, on pourra en parler en détail, mais en tout cas, vraiment rester sur du pragmatique, enfin, étape par étape, s'il vous plaît, quoi. Voilà. Et je répondrai à la question d'Olivier après, j'imagine, mais je vais laisser mes camarades parler sur cette question-là. exactement. Christian, tu veux enchaîner? Qui sont pour toi des objectifs qui peuvent être réalistes et pragmatiques Alors, sur déjà, le sujet peut-être cyber? sur la démarche en elle-même, je pense qu'il faut qu'elle soit itérative parce qu'en fait, faut avoir au début des objectifs atteignables qui doivent être simples et puis quantifiables et puis complexifiés d'année en année. Peut-être que dans un premier temps, c'est déjà être capable de voir quels sont les scénarios d'indisponibilité auxquels on peut répondre facilement parce que ça peut être aussi des quick wins. Et je pense par exemple à un scénario d'indisponibilité massive des postes de travail. On s'est pris un virus et la moitié des postes de travail de l'entreprise sont contaminés. Bah, comment on fait pour pouvoir repartir avec ça? Peut-être que la solution, c'est d'avoir une solution à base de PC que l'on peut rematricer très facilement. C'est pas forcément des solutions complexes. En fait, je pense qu'au départ, faut se donner confiance à soi-même et donner confiance à notre direction générale et commencer par des quick wins. Parce que quand on connaît bien l'entreprise, quand on connaît bien les moyens qu'on gère, on a des succès faciles qui peuvent être déjà remportés. Très bien. Claire, ton avis aussi sur ces objectifs itératifs? Effecti- Oui, effectivement, itératif, quantifiable, il y a quand même des choses qu'on peut utiliser. Par exemple, si on prend la cartographie des assets critiques ou non, est-ce qu'on a les RTO, est-ce qu'on a les RPO? Ça va être des choses assez simples qu'on va pouvoir aller chercher. Est-ce qu'on a la politique, est-ce qu'on a le plan d'un exercice à l'autre? On utilise la même grille d'observation, comme ça on peut tracer les radars, on peut vraiment avoir des données comme ça qui soient quantifiables. Et
pour moi, c'est la base en fait sur laquelle, la première base en tout cas sur laquelle on va s'appuyer. C'est vraiment des choses très pragmatiques, des choses très quantifiables. Et effectivement, je crois pas trop à la comparaison au niveau des pairs, au niveau des industries de même taille, des choses comme ça, puisque souvent c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes objectifs derrière, et ça veut pas dire grand-chose finalement. Très clair. Je peux aussi donner un exemple sur la partie objectif atteignable et qui soit itératif. La partie test, donc tester son plan de reprise. On va faire un tabletop, donc un exercice sur table, juste revoir l'ensemble des étapes de la reprise de crise avec l'ensemble des personnes qui doivent réaliser ces étapes et leur demander, savez-vous réaliser cette étape? L'avez-vous récemment testé? Est-ce que vous êtes confiant sur le délai qu'on a défini dans le plan de reprise sur ces étapes-là? Et en fonction de leurs réponses, on peut identifier du coup des points sur lesquels on n'est pas forcément confiant et réitérer. Du coup, l'année prochaine, on va choisir certains de ces points, on va les tester de manière unitaire. Donc, il y a éventuellement cette partie du SI sur laquelle la reconstruction n'a jamais été faite. C'est une nouvelle technologie, on l'a jamais testée. Donc, on remet ça dans des process itératifs jusqu'à arriver à un plan où on va essayer de reconstruire une partie du SI. Je ne vais pas dire tout le SI parce que quelque chose qui peut être compliqué, surtout pour le scénario aussi de résilience, mais une partie importante et de partir justement des sauvegardes qui sont immuables, pas juste des sauvegardes qui sont utilisées au jour le jour sur la partie reprise d'activité, mais vraiment de partir de quelque chose de résilient qui serait utilisé du coup dans une cyberattaque. Très bien. Du coup, Sébastien, peut-être que tu souhaites répondre à Olivier avant que je passe au prochain sujet. Je posais la question si c'était répondu parce que j'ai vu que Jean-Christophe avait mis un exemple d'exercice conjoint entre la MAS, la BDF et la CPR. Exact. Moi, j'ai eu animé ce genre d'exercice aux US dans ma boîte d'avant. Il y avait une dizaine de banques représentées. C'était un scénario autour d'une défaillance des trois providers cloud, en l'occurrence, vu qu'ils étaient tous exposés plus ou moins aux trois gros hyperscalers américains. Et c'était très intéressant de voir comment est-ce que, enfin, de toute façon, quand on connaît le monde bancaire, on sait que tout ça est ultra interconnecté, ultra interdépendant. Et comment des boîtes de ce genre qui finalement sont concurrentes sur le terrain, en fait, se serrent les coudes et se mettent à faire des exercices de place comme ça, ensemble. Donc ça rentre pas dans les process et les procédures de chacune des banques en question, mais ça travaille les process de coordination entre eux en cas de crise. Donc c'est un autre type d'exercice. Et c'était, j'avoue, passionnant à animer et puis à voir, encore une fois, que oui, tout ça est une attaque sectorielle sur le monde bancaire, ça peut avoir des sacrés impacts sur un paquet de choses, et ces gens-là, ils s'entraînent même comme ça. Voilà. Donc autour de la table, il y avait des gens qui, sur le papier, sont totalement concurrents, et c'est pas grave. Au bout du bout, on fait tous partie du même bateau. Exactement. Et donc, pour la dernière question, on est déjà arrivé à la dernière question du coup du Thermomix. Et c'est là où je vous ai fait un petit link du coup sur un template qui va vous être partagé sur la partie réponse incident des 3 premiers jours. Mais avant d'arriver à ce template, peut-être avoir votre retour, peut-être commencer par Christian cette fois-ci. Que faire une fois que l'incident arrive? Tout à l'heure, on a parlé on a parlé à plusieurs reprises de la dimension psychologique et en fait, dans la conduite de crise, elle est prépondérante. Et je dirais, déjà, quand l'incident arrive, c'est rester calme. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les mesures qui vont être prises dans les premières heures, elles sont souvent primordiales pour la suite de la, de la conduite de la crise. Et je reviens sur la dimension psychologique, notamment quand on a un leadership dans ce genre d'opération, c'est qu'en fait, pour pouvoir donner confiance aux gens avec qui on travaille, pour pas qu'ils se mettent à paniquer, parce que ça, c'est forcément des choses qui peuvent arriver, il faut déjà montrer qu'en fait, on est calme en surface, même si c'est le canard qui pédale en dessous, mais en tout cas, qu'en surface, tout semble calme. Et cette dimension-là, elle est vraiment primordiale. Alors après, on va attaquer le déroulement du plan de continuité d'activité, ou des moyens
des procédures qu'on va mettre en place, mais en tout cas, cette dimension psychologique, pour moi, elle me semble prépondérante. Parce qu'après, on a bien préparé les choses. De toute façon, si on a bien préparé les choses, on ne peut que réussir à dérouler les listes qu'on a préparées et tout ce qu'on a préparé. Par contre, en fait, faut comment dire, pacifier, pacifier aussi les relations, parce qu'en fait, de temps en temps, les gens peuvent commencer à s'accrocher en réunion, et là aussi, il faut savoir faire redescendre la pression. Voilà. Exactement. C'est un des éléments qu'on voit aussi dans le template qu'on va partager. Ou peut-être que les premiers jours de la crise, on peut avoir des réunions opérationnelles et décisionnelles de crise qui sont très rapprochées, mais au bout de 2 jours, il faut quand même prendre un peu plus de temps. Il faut laisser les personnes se reposer parce que sinon, les décisions vont être mauvaises, les actions on va faire des erreurs dans les actions qu'on entreprend. Et donc, cette dimension psychologique, elle est importante à considérer dès le début. Claire, de ton côté, Alors, de manière très terre à terre, une fois que l'événement arrive, déjà qualifié. Qualifié, est-ce que déjà c'est un incident? Est-ce que c'est une crise? Qu'est-ce qu'on est en train de subir? Qu'est-ce qui la caractérise? Le scope, l'impact. Ça va nous permettre de mobiliser les cellules de crise qui vont être adaptées, qui vont être pertinentes. Premier point de coordination, on va avoir tous les, je vais dire tous les à côté un petit peu de la gestion de crise, mais qui sont extrêmement importants, les plannings, la revérification des rôles, directeur de crise, coordinateur de crise, secrétaire de crise, l'analyse de la crise en soi, l'activation des plans de continuité d'activité, la partie restauration, je fais très vite, hein, mais la partie restauration, la partie remédiation, la communication, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la communication, elle est primordiale. Communication auprès de vos collaborateurs, communication auprès des régulateurs, notamment les autorités, par rapport à tout ce qu'on a vu, enfin tout ce qui s'est passé au niveau des assurances, et la communication au niveau de l'externe. On le voit, la communication de crise, de plus en plus, ça devient primordial. Il y a beaucoup d'entreprises qui passent à côté et c'est dommage. Et ensuite, retour à la normale et bien entendu, rétex et amélioration continue. Pour moi, ça va vraiment être les grandes étapes de qu'est-ce qu'on fait une fois que l'incident arrive et vraiment prendre en compte cette partie de la crise, c'est sur du long, enfin une cyberattaque en général, c'est sur du long terme. Donc, on a effectivement ce temps où on a des décisions qui doivent être prises extrêmement rapidement dans les premiers temps de la crise, mais après, voilà, il faut quand même en garder un peu, pour le dire assez vulgairement, sous la pédale, parce que ça va s'étaler dans un temps qui va quand même être assez conséquent. c'est clair. Sébastien, du coup, de ton côté, En phase avec ce qu'ont dit mes collègues, de toute façon, hein, donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si, peut-être une chose, quelque chose que j'ai entendu et que j'ai lu aussi récemment, d'ailleurs, dans un bouquin que je vous conseille, que j'ai rien à voir avec le sujet, mais je trouve le gars hyper intéressant et c'est hyper bien écrit. Il s'appelle Raphaël de Vittoris. Le bouquin s'appelle Surmonter les crises. Moi, blague à part, je vous le conseille, c'est très très bien foutu. Et puis lui est brillantissime. Un truc qui est très vrai, que j'ai lu dans son livre, mais que j'ai vu ailleurs. Quand l'incident arrive, franchement, respirez un bon coup déjà, parce que va falloir le prendre comme une vague. Et puis la chose, moi, que je dis souvent à mes clients, c'est, vous savez, vous avez peut-être entendu, la crise, elle a un rythme différent. Tout va plus vite. On a l'impression que le temps s'accélère. En fait, le temps, c'est le même. C'est-à-dire, 1 heure, ça fait 60 minutes. 1 minute, ça fait 60 secondes. Ça change rien, ça. Ce qui va changer, c'est notre capacité à comprendre. C'est ce que disait Claire aussi, savoir ce qui se passe, quoi. Et moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est dire, avant de partir à droite à gauche, d'appliquer la procédure, machin chose, sachez ce qui vous arrive. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps, raisonnablement, hein, vous n'êtes pas là assis sur vos deux mains à essayer tous les trucs possibles, mais essayez de comprendre ce qui se passe. Dès l'instant que vous commencez à avoir une compréhension, même si elle est un peu floue, de toute façon, elle sera floue. Et puis, comme elle dit Claire, tout ça, ça va durer, donc ça restera un peu en marchant quand même. Mais cherchez à savoir, cherchez à comprendre ce qui s'est passé, par où c'est venu, quels sont les impacts, qu'est-ce que vous avez à disposition comme personnel, comme moyen. Dès l'instant où on comprend, bizarrement, ça fait redescendre le rythme. Ah ben, rien que ça, on se rend service en faisant ça. Voilà. très clair. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire vraiment une petite présentation du template qu'on va partager à tout le monde. Je
Je vais juste du coup reprendre le document. Pendant que tu fais ça, Mehdi, dans le chat, j'ai mis un acronyme que moi je trouve hyper intéressant, que j'ai vu dans l'aéronautique en l'occurrence, et que j'avoue, il est hyper bien. Il est en anglais, certes, mais c'est ce que disait Christian, restez calme. Et calme, ça peut vouloir dire ça, et je trouve que les gens qui ont fabriqué ces acronymes, enfin, cet acronyme-là, et c'est ça très bien. Donc je le partage avec plaisir. Même pas de moi, donc je trouve ça super bien fait en fait. Oui, oui, il est vraiment très bien. Aussi, je viens de le découvrir. Donc, dans le template qu'on va vous partager, ce qu'on a essayé de faire, c'est de présenter des étapes ou une organisation type pour répondre à une crise. Et donc là, on est vraiment à une crise cyber, non pas un incident. Comme le disait Claire, on n'est pas sur un incident bénin. Et donc là, il y a vraiment un déclenchement de crise. On est sur des choses qui ont un impact important. Ce qu'on va avoir de manière globale dans le template, c'est l'organisation et les réunions de la cellule opérationnelle, cellule décisionnelle, ou comme on a dit, peut-être chaque 4 heures, on va avoir une réunion de la cellule opérationnelle et chaque 8 heures, la cellule décisionnelle, mais au bout du deuxième jour, on espace un peu plus parce que les équipes vont quand même commencer à être fatiguées si on a des réunions aussi rapprochées. On a un élément aussi qui est important, qui est aussi oublié des fois dans l'organisation, c'est la mobilisation des équipes. Donc, des fois, c'est un temps qui n'est pas anodin, surtout du coup un vendredi à 19h. Donc, mobiliser les équipes, qu'elles soient les astreintes, qu'elles soient les équipes opérationnelles, le CSIRT aussi. Si on a une entreprise externe spécialisée dans la réponse, on peut aussi les mobiliser sur les SLA qui sont définis, mais aussi les cellules décisionnelles. Sur la partie communication, très important, comme tu l'as exprimé, Claire. Donc, il y a une remontée de situation qui peut être interne, donc je vais mettre un peu plus grand pour que ça soit plus lisible. Remontée de situation qui, à la crise décisionnelle. Aussi, pour les entreprises qui ont une cyberassurance, il y a aussi une notification du cyberassureur qui va demander du coup aussi qu'une notification soit faite dans les 48 heures, les déclarations aux autorités, la préparation de communication aux utilisateurs internes, où là, les utilisateurs internes, même s'il n'y a pas de communication, vont commencer au bout d'un moment à se poser des questions, à peut-être communiquer sur l'incident d'une façon externe, d'une façon inappropriée. Donc aussi, il faut cadrer cet élément et communiquer. La communication aux partenaires et au public qui va être importante. Ici, on a aussi dans le template des éléments qui vont être un peu plus très opérationnels et techniques. Je ne vais pas m'attarder au-dessus. Il y a la partie diagnostic et évaluation parce que une fois qu'on a des éléments de déclenchement de crise, par exemple, on a vu du Cobalt Strike sur des assets, forcément, donc il y a un acteur qui est dans notre SI donc, pour déclencher la crise, mais on ne sait pas quelle est l'étendue de l'attaque, quels sont les assets qui ont été compromis. Donc, il y a une phase d'investigation. Donc, dans cette phase d'investigation, il faut quand même surveiller les systèmes pour voir est-ce qu'ils ne vont pas être compromis. Donc, il y a des choses qui peuvent s'appuyer sur des choses déjà existantes. On n'a pas besoin d'éléments en plus qui arriveraient avec le CSIRT, comme les temps de réponse, les espaces les disques, la partie CPU, toute la partie surveillance applicative. Et ensuite, il y a des éléments qui sont plutôt du diagnostic cyber avec du threat hunting, et du coup, ça, c'est des choses spécifiques sur la partie CSIRT. Aussi, des choses à avoir en tête, c'est que dès le début, il faut avoir récupéré les images du coup des éléments qui sont compromis. Et là aussi, sur des éléments beaucoup, on va dire, techniques, sur la limitation de la propagation. Et donc ça, cela vient surtout d'incidents réels. Lors des 2 dernières années, je suis intervenu sur 8 incidents de groupe ransomware réels chez les organisations. Et dans la plupart, on a implémenté des éléments aussi opérationnels et techniques pour limiter la propagation, en attendant d'avoir un peu plus de détails sur l'investigation. Est-ce qu'on peut contenir assez ou est-ce qu'on a besoin de tout reconstruire à partir d'une sauvegarde? Et donc, ça passe par des
des choses un peu techniques comme la restriction des GPO, parce que c'est avec les GPO qu'on peut éventuellement transmettre le système vérolé sur l'ensemble du SI. Il y a une modification des golden et des silver tickets, Kerberos aussi parce que c'est utilisé en général. Une vérification des logs, des comptes à privilège, une désynchronisation qu'on a de l'Azure sur des éléments. Et donc ça, c'est le premier jour, ça va être des choses à appliquer qui n'ont pas vraiment de conséquences sur le SI et qui permettent de rendre la vie beaucoup plus difficile pour les acteurs qui sont dans notre SI. Et à partir du deuxième jour, et donc vous voyez là, ces petits symboles, c'est des éléments de décision qui seront définis du coup par la cellule opérationnelle et décisionnelle et qui vont décider de réaliser des actions de limitation de la propagation qui vont être beaucoup plus impactantes, comme ici, toute la partie admin share, file share, WDGS, c'est utilisé pour la part, tout ce qui est propagation du malware, la partie synchronine, parce que actuellement les attaquants vont plutôt utiliser du protocole DNS pour pouvoir communiquer avec les serveurs de command and control. Donc, il faut avoir la capacité de pouvoir identifier ces serveurs et rediriger toutes ces requêtes vers des serveurs qui n'existent pas. Et bien entendu, il y a aussi la partie poste de travail, donc les postes de spare et la remasterisation des postes de travail. Donc ça, c'est un template que vous pouvez utiliser qui vous donne à minima quelles sont les étapes sur lesquelles il faut penser, certains éléments aussi techniques sur lesquels vous pouvez évaluer leur faisabilité dans votre SI. C'est en général des choses qui sont applicables pour l'ensemble des entreprises. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé ensemble et qu'on va vous partager du coup suite au CERN. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour et peut-être commencer à répondre à certaines des questions pour lesquelles on n'a pas encore répondu. Donc, si je prends par exemple Vanessa, quelques questions à vous adresser. Dans quel cas faut-il faire un PCI, compte continuité informatique, sachant qu'un PCA est mis en place? Aussi, quelle est la différence entre la cyber-résilience et la résilience IT, avec des exemples de scénarios pris en compte dans la gestion de continuité de reprise? Je ne sais pas, qui veut prendre le sujet? Sébastien, Claire, question? Je vais peut-être reprendre le sujet sur la question PCA versus PSI. Très bien. En fait, le PSI, pour moi, j'aurais tendance à le réduire au seul moyen informatique. C'est-à-dire qu'on a eu un problème technique, on essaie de les redémarrer. Or, le PCA va inclure la dimension business. En fait, un exemple qui est flagrant, par exemple, c'est que vous avez une indisponibilité des locaux du personnel dans lequel les gens travaillent d'habitude. Ça veut dire qu'en fait, faut que vous soyez capable de retrouver d'autres locaux pour pouvoir accueillir votre personnel. Ça ne va pas empêcher que votre PCI, enfin votre data center pour fonctionner, mais si vous n'avez pas de locaux pour pouvoir travailler, en fait, votre business, vous êtes incapable de le faire. Donc je pense que si on peut, vaut mieux avoir une vision complète en fait sur le PSA, quitte à faire des choix et des arbitrages après sur l'implémentation petit à petit de ce qu'on peut voir, mais il faut vraiment, à mon avis, voir le problème dans sa totalité, la dimension business et puis la dimension technique. Très bien. Claire, peut-être ton avis et aussi répondre à la deuxième question. Je suis totalement alignée avec Christian. Pour moi, PCA, c'est métier et donc effectivement avec des scénarios plutôt d'indisponibilité et pas comme Christian le disait, chimique, et PCI, c'est informatique. Donc les 2 se complètent. Pour moi, il faut avoir, les 2. Pour la partie entre la deuxième partie de la question, quelle est la différence entre la cyber-résilience et la résilience IT? Alors, je vais prendre des gants pour répondre à cette question parce que je pense qu'il y a des gros écueils dans la continuité d'activité, c'est qu'on n'a pas tous forcément le même lexique, le même vocabulaire. Exemple tout simple, il y a des gens RTO, RPO, ça va être la même chose que MTPD, MT, je ne sais plus l'acronyme d'ailleurs en français. Voilà.
Voilà, merci. Donc, je pense que ça va être d'ailleurs une des premières choses à faire, peut-être, ça va être on parlait de cyber-résilience et de comment est-ce qu'on met ça en place, ça va être de se mettre d'accord sur le vocabulaire. La cyber-résilience et la résilience IT, j'aurais tendance à penser, présenter comme ça, qu'on va avoir tout ce qui est malveillance, donc une cyberattaque, et tout ce qui est résilience, par exemple, effectivement, si on a un data center qui brûle, ça va pas être de la malveillance, ça va pas être une cyberattaque, et ça va pas être les mêmes équipes qui vont être mobilisées. Je vois la différence, en tout cas, simplement au niveau des personnes qu'on va mobiliser, des process qu'on va mettre en place. Et en termes d'exemples de scénarios pris en compte dans la gestion de la continuité et de la reprise, on a on va dire, on a 4 types de scénarios en gestion en continuité d'activité, qui va être l'indisponibilité physique, l'indisponibilité de personnes, l'indisponibilité informatique, et le dernier, il m'en manque un. Sur les Des, Des- third parties, des fournisseurs. Exactement, des providers dont on n'a pas parlé. Effectivement. Donc, c'est les 4 scénarios et après, on peut faire des déclinaisons, sachant que le mieux, c'est de prendre en fait des scénarios qui sont alignés avec les risques qui ont été identifiés pour votre entreprise. Très bien. Sébastien, ton avis sur ces questions? C'était un exemple, mais je l'ai déjà donné tout à l'heure. C'est un exemple vécu pour répondre à la deuxième partie, cyber-résilience ou résilience informatique. Vraiment, la discussion, on l'a eue, c'était assez étonnant d'ailleurs. Un directeur informatique qui disait moi, je suis résilient d'un point de vue informatique. Si ça tombe, je sais remonter mon système. On le teste 2 fois par an. On scratch tout. On fait semblant de tout scratcher. Et puis on part sur le site de repli. On remonte l'ensemble de ces. Bref, je ne vous dirai pas chez qui c'est, mais une boîte conséquente. Et donc tout était calé. Ça marchait. Il n'y a pas de souci. Et le truc était au cordeau. Vraiment au cordeau. Nickel. Et j'avais un RSSI qui s'arrachait les cheveux. Parce que justement, il avait vu un point faible qui coûte de l'argent, qui était celui des sauvegardes, en l'occurrence, dont tu parlais, Mehdi, tout à l'heure. Et en fait, il était face à un mur disant, non, mais nous, notre système, on le remonte quand on veut, et ça marche très bien. Et c'est vrai, c'est vrai. Sauf que, sauf que le point de la sauvegarde était un point qui faisait que d'un point de vue informatique, un point de vue production, ça remonte, les systèmes remontaient, les applications étaient bien chaînées, ça remontait dans le bon ordre, nickel. Sauf que le contenu pouvait être totalement vérolé. Voilà, donc ils n'étaient pas, en fait, ils n'étaient pas du tout résilients d'un point de vue cyber malveillance, effectivement, par rapport à ce que tu disais, Claire. Ils étaient très résilients d'un point de vue informatique. Donc c'est à la fois mais par contre, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est très lié à ce jeu-là. On se dit à quoi ça sert d'être super, de savoir remonter un système et de savoir remonter le système de toute la boîte en 2 jours, si c'est pour remonter sur du vérolé. À quoi ça sert? Voilà, donc pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce, même si effectivement, c'est 2 profils différents. Et c'est très juste ce que tu disais, Claire, qui impliquent des personnes différentes, parfois des budgets différents, et qui, j'espère, de plus en plus seront décorrélés. Enfin, ça, c'est un truc que la Banque de France dit depuis à peu près 10 ans, mais qui n'est pas forcément très, très respecté. Sortez-moi, s'il vous plaît, la cyber de l'informatique, quoi. S'il vous plaît, quoi. Voilà. Pour plein de raisons. On peut en parler. Et je te rejoins tout à fait. Donc, la principale différence, c'est que le plan de secours informatique classique ne marche pas en attaque cyber, puisque il y a la supposition que les 2 data centers seront verrouillés. Donc, il faut partir des sauvegardes. Je parlais tout à l'heure des sauvegardes immuables. J'ai dit justement des sauvegardes qui sont pas les sauvegardes classiques, mais c'est des sauvegardes qui, par conception, sont protégées contre la corruption et contre la suppression. Donc là, on a une assurance qui permet de dire que ces sauvegardes-là ne sont pas compromises, on peut les utiliser, mais le problème est le temps de reprise. Si on n'est pas sur des technologies assez récentes, on peut dire que les cassettes qui classiquement étaient utilisées, c'est une sauvegarde qui n'est pas connectée au réseau, donc il est immuable, mais le temps de reprise, il va se chiffrer en mois. Et donc, c'est des nouvelles technologies qui sont maintenant implémentées, qui ont un coût qui n'est pas négligeable. Et le plan de secours informatique qui est classique, il doit être totalement revu parce qu'on est sur un scénario où les 2 data centers sont compromis. Il faut repartir from scratch.
Olivier, sur une question sur des outils, je ne sais pas si vous avez, dans votre expérience, utilisé des outils de gestion de crise. Oh oui. J'ai un client qui m'a demandé de lui faire Enfin, c'est marrant, là, c'était il y a 3 semaines, je crois. Et j'ai fait une réponse qui était que empirique. D'ailleurs, je veux bien qu'on croise parce que vraiment, c'est que de l'empirique, quoi. Moi, j'ai juste dit, j'ai aucune prétention de connaître tous les produits de la Terre, hein. Aucune. Je peux juste vous dire ce que j'ai vu tourner moi et qui était pas trop mal. Voilà. Et effectivement, on traitait de messagerie. J'avais expliqué le modèle PACE. C'est tout ce que c'est le PACE, PACE. Vous voyez ce que c'est ou pas dans le chat? PACE. PACE, ça veut dire Primary, Alternate, Contingency and Emergency. Dit autrement, plan A, plan B, plan C, plan D, quoi, en hypersynthèse. Exemple, quelle est ma messagerie que j'utilise au quotidien? Peut-être c'est Outlook, par exemple. Peut-être c'est Google, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe si j'ai plus accès? C'est quoi ma messagerie de backup? Moi, j'ai vu tourner Olvid, ça marche très bien. Il y en a probablement d'autres, ça marche très bien. Qu'est-ce qui se passe si Olvid est plus disponible? Comment je continue à communiquer? Je peux vous assurer qu'il y a certains pays du monde où on est obligé d'utiliser WhatsApp. Parce que c'est là, parce que ça existe. Est-ce que c'est génial en termes de sécu? Non. Est-ce que s'il reste que ça, c'est mieux que rien. Voilà, mais on peut parler de ça, on peut parler de communication, on peut parler de partage de documents, on peut parler de visio, on peut parler de téléphonie. Moi, j'ai des clients qui remontent des lignes fixes. Ouais, parce que si la VoIP, elle est disponible, c'est génial, mais si elle tombe, on fait quoi? On passe sur le mobile, très bien. Si la 4G, la 5G tombe, qu'est-ce que je fais? J'ai des clients, je vous jure, qui retirent des lignes filaires chez Orange. Oui, ça marche très bien. Bref, les systèmes de massification, les systèmes de main courante, qu'est-ce que je peux vous... Evergreen, ça marche très bien. C'est un peu costaud, mais ça marche très bien. Bref, on peut en parler des heures, mais il y a plein de produits qui sont très bien. Voilà. Théa, tu voulais inviter, du coup? Oui, tout à fait. Non, j'ai réalisé un benchmark justement, donc je pense avoir une bonne vision, en tout cas, de certains outils sur le marché. Déjà, il faut faire la différence entre outils de communication de crise, outils de communication de masse et outils de gestion de crise. Il y a des outils qui regroupent tout ça, mais ça dépend vraiment qu'est-ce que vous voulez faire. On a des acteurs français. Alors, je donne des noms, encore une fois, j'ai pas forcément l'exhaustivité, hein. Mais on a du chatline, par exemple, par le cabinet Riom, ça va permettre, c'est une sorte de WhatsApp qui va vous permettre de communiquer de manière sécurisée. On a des plateformes comme l'a cité Sébastien, Everbridge, Fac24, c'est vraiment des géants qui vont proposer pas mal de choses. On a du Cedralis, on a, on a beaucoup de plateformes. Il faut juste pas que ça devienne une machine infernale. Il faut vraiment identifier votre besoin. Est-ce que ça va être simplement de vouloir communiquer de manière sécurisée? Est-ce que ça va vouloir le stockage de documents? Est-ce que vous voulez des acteurs français? Est-ce que les acteurs américains sont acceptés? Qu'est-ce que vous voulez faire en fait derrière? Mais on a effectivement de l'outillage. Ça demande quand même un niveau de maturité assez élevé, je dirais, ou alors à minima moyen, parce qu'il y a beaucoup de paramétrage derrière. Ça fonctionne très bien, mais il faut que vous ayez identifié les clés de votre gouvernance, les personnes qui vont s'en occuper, quels documents on va mettre dessus, qui c'est qui va les mettre à jour, comment va être supporté l'outil. En général, c'est pas du tout lié à votre système d'information. Donc, il y a tout ce qui en découle derrière. Mais effectivement, il y a des très bons outils. Everbridge est très complet, mais n'est pas français, comme Fac24. Everbridge est américain, Fac24 est allemand. Cedralis, c'est français. On a aussi, qui a été aussi beaucoup utilisé par les JO, dont le nom m'échappe, mais je pourrais faire une petite liste des acteurs qui existent. Mais il faut vraiment définir vos besoins. Il faut vraiment définir derrière de quoi vous avez besoin, sinon vous allez partir dans des choses sans fin. Mais c'est très utile et on peut fonctionner avec des templates Excel, avec des adresses mail de backup, des choses comme ça, mais c'est pas aussi automatique. Et c'est vrai que ça enlève une charge de s'outiller. Maintenant, ça a quand même un coût. Tiens, je vais rebondir sur un truc que tu viens de dire et je pense que Christian, il va être en phase. Le coût du bon sens. Et ça, c'est vécu. Exercice de crise COMEX. Tout le monde est réuni. Donc, vous imaginez, COMEX étendu, en l'occurrence, ils étaient une quinzaine. Ils avaient vu large. Et je savais qu'ils avaient acheté Olvid. Ils avaient des licences de chez Olvid. Je savais. Je démarre l'exercice. Je dis, bon, on est tous d'accord, hein, vous l'avez tous installé sur vos portables? Eh ben non. Bon, bref, quand on a des outils, c'est bien de les avoir et de savoir s'en servir. Mais la base de la base, c'est de les avoir, quoi. Voilà, donc ils sont allés, l'installer, bref, etc., etc., etc. Après,
Voilà, c'était pour faire sourire tout le monde en disant vous avez des trucs super, vous les avez même pas sur vos portables, quoi. Bon, allez, on y va? Et Yeah. ce que tu dis est très juste, du coup, Sébastien, mais ce que disait Claire, c'est il faut quand même un niveau de maturité, un minimum moyen ou assez élevé pour pouvoir utiliser ces outils. Et pour commencer, on n'a pas besoin de faire compliqué, de bon sens. Il y a des choses qui peuvent être réalisées à la fois pour le crise et pour la En gestion fait, de manière. si je peux être un peu direct, il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil, hein. Rien de rien, hein. Toutes les personnes qui font, je sais pas moi, de la randonnée, elles ont toujours au moins un plan B. Je veux dire, si on est tous autour du téléphone et qu'on est tous un peu en cyber, on est tous des paranoïaques finis, forcément. Et on y pense tous. Enfin, je suis persuadé que quand vous allez au ski, quand vous allez à la plage, quand vous allez, je sais pas moi, vous avez forcément un plan B. Voilà, bah, en fait, c'est la même logique. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, c'est juste que parfois le plan B il tombe aussi à l'eau, surtout quand on fait face à des gens qui vous veulent du mal. C'est pas complètement idiot d'avoir un plan C ou un plan D. Mais en fait, il y a vraiment rien d'innovant dans ce qu'on se dit. C'est juste anticiper un peu pardon, mais que ça va foirer. Voilà. Si je peux donner aussi un exemple de bon sens, j'ai travaillé sur ce sujet cyber-résilience du coup, pour une industrie qui a plusieurs sites industriels du coup, en Europe et des petits sites qui n'ont pas forcément le budget. Et donc, on leur a dit, il faut que vous implémentiez une sauvegarde immuable. Et la solution qu'on a trouvée, ils ont acheté un NAS, comme le NAS que n'importe qui peut acheter et le mettre chez lui. Et ils l'ont raccordé du coup à une prise électrique dans laquelle il y a un minuteur. Et ce minuteur, en fait, il s'allume une fois le week-end. Et donc, cette prise électrique est raccordée à ce NAS. Et ce NAS va du coup récupérer la sauvegarde et ensuite il s'éteint. Donc, vraiment bon sens, où ils ont du coup implémenté une solution en achetant un NAS à quelques milliers d'euros. Tu veux un truc tout bête, tant qu'on est dans les cas vécus. J'étais dans un pays du nord de l'Europe et c'était, bref, l'équivalent du ministère de l'Intérieur de chez nous. Eh ben, je peux vous jurer que c'est vrai. Le DSI, il avait imprimé en papier le- son cahier de procédure de crise. Et il arrive à l'exercice en disant, pam, comme ça, il me l'a claqué sur le bureau en mode, ben moi je l'ai. Si le serveur il tombe, je l'ai quand même. Ça paraît idiot, mais ça reste du bon sens, quoi. Voilà. Alors, il était à jour, il était connu, c'était diffusé, blablabla. C'est pas un machin qui est resté dans un tiroir à prendre la poussière, hein, 2 secondes. Ça aussi, c'est du bon sens d'ailleurs. Très bien. Je pense qu'on est presque arrivé du coup à la fin du Cyber Meet. Et Une du dernière coup, question, Mehdi, je crois, pardon, de oui, Vanessa, qui n'a pas été traitée. Je vais remonter dans le chat sur les mesures préventives à mettre en place, disposer d'une copie immuable, etc. Je ne sais pas si. oui. Comment identifier les mesures préventives à mettre en place, par exemple, disposer d'une copie immuable. Donc, euh, ça, si je peux commencer, du coup, ça fait référence à certains des éléments qu'on a cités tout à l'heure sur la démarche à implémenter pour implémenter la cyber-résilience. Donc, la première étape, c'est de définir quelle est cette Minimal Viable Company, de faire le BIA, et d'identifier derrière un niveau métier et un niveau technique s'il y a une compromission qui atteint le système avec une durée d'indisponibilité qui peut être de l'ordre de plusieurs semaines, comment, réduire ce scénario de crise. Donc, ça peut être réduire l'impact, ça peut être en ayant des sauvegardes qui restent immuables, donc pour lesquelles on a l'assurance qu'elles ne vont pas être supprimées et détruites. Donc, on a quand même quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Mais il faut aussi, de manière préventive, se préparer sur cette partie reprise, qu'elle soit informatique ou métier. Christian, je ne sais pas si tu souhaites ajouter quelque chose sur cette partie, les mesures Non, préventives. non, mais je dirais, pour les mesures préventives, faut toujours avoir à l'esprit que le pire n'est pas à exclure. C'est-à-dire que quelquefois, vous pouvez avoir pendant une crise des événements qui sont purement physiques et pas du tout avec un humain derrière, qui peuvent venir rajouter de la complexité
à la gestion de la crise. Alors, on ne peut pas dimensionner non plus nos plans de continuité d'activité par rapport à ces éléments-là, parce que sans ça, on y passerait des fortunes. Mais moi, personnellement, j'ai vécu dans une même nuit un séisme de magnitude 5,2 pendant une tempête tropicale. On était en alerte rouge. Donc, je ne pensais pas que ça pouvait arriver, en fait, d'avoir autant de malchance. Donc, ça veut dire que vous avez tous vos moyens de transmission qui sont plus opérationnels, ce genre de choses. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'il faut se préparer quelquefois au pire, mais de façon indépendante. Ouais. Est-ce que tu as aimé la loi de Murphy ce soir-là ou pas? Oui, oui. Ouais, ouais, là, et j'ai pas pris de tartine beurrée. Parce que je savais comment elle allait tomber. Très bien. Donc, Adrien, Agathe, peut-être le mot de fin. Est-ce que tout le monde déjà a posé toutes ces questions ou pas? Il n'y a plus rien, Agathe, je pense sur le fil, j'ai regardé un peu tout à l'heure, il n'y en a plus là. On a fait le tour. Si, une dernière, non, Vanessa, merci bien. Bah, déjà, merci à tout le monde pour votre présence. Merci aux intervenants. Je rappelle évidemment qu'il y aura un lien disponible sur LinkedIn. On pourra le partager aussi. On partagera la vidéo avec tout le monde. Et j'espère surtout que pour vous toutes et vous tous, ces échanges ont été instructifs. Moi, j'ai appris des choses à titre perso. Je suis toujours ravi de vous voir tous. Alors, Claire, je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Mais j'étais ravi aussi de t'entendre pour cette première fois. Et je m'adresse là à tout le monde, que ce soit les clients qui sont en ligne, j'en ai vu certains, ou les experts cyber de la communauté ou pas d'ailleurs. Si vous souhaitez que CyberT adresse d'autres sujets que vous voulez qu'on mette en avant, n'hésitez pas à le laisser sur les lignes de conversation. On en prend quelques-uns de temps en temps, on ne pourra pas tous les faire, on essaie de les réunir aussi. Donc voilà, et on vous tiendra informé évidemment des sujets qui seront traités dans les fois prochaines. Voilà. J'ai plus qu'à vous saluer, pardon, vous souhaiter une bonne soirée, vous remercier. Merci Mehdi d'avoir pris l'initiative, parce que c'est un peu grâce à toi aussi. Merci évidemment aux trois autres et à Agathe pour l'organisation. Merci à tous. Bonne soirée. Et une bonne soirée à tout le monde. À très vite. Merci à tous, bonne soirée.